Réalisons ensemble la correction du test en ligne concernant les équations de Newton. Monsieur André désire réaliser une expérience de physique périlleuse car il a foi en l'ordre immuable d'un monde gouverné par les lois de la physique. Il désire se projeter à toute vitesse d'une falaise qui surplombe une vitesse remplie de piranhas, mangeurs d'hommes et affamés, à bord de son ULM, c'est-à-dire un petit avion monoplace. Il veut montrer que pour autant que ces calculs soient correctement réalisés, on peut survivre au grand saut. Petite image de circonstances. Partie 1, le point A jusqu'au point B. Nous étudions premièrement la partie du mouvement où M. André dévale une pente de 6%, soit 3,43 degrés, le plus vite possible pour espérer atteindre la vitesse de décollage de 108 km/h avant la falaise. Pour ce faire, il compte utiliser la pleine puissance du moteur de son ULM qui peut délivrer une force constante Fm de 600 Newton. Alors Fm est une force qui agit sur l'ULM dans le sens de la pente. Par ailleurs, le sol sur lequel il se déplace a un coefficient de frottement statique de 0,5 et cinétique de 0,35. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur nous? Bien, on a d'abord évidemment la force motrice qui est décrite ici. On a toujours le poids de M. André, mais on va découvrir par la suite que M. André ne met pas son poids sur l'ULM, donc c'est-à-dire la force de gravité. La force de gravité, il y a également la force normale qui fait en sorte que l'ULM ne s'enfonce pas dans le sol, Fn. Et finalement, on a la force de frottement qui s'oppose au mouvement de cet ULM dans le sens de la pente, Ff. Ce sont nos quatre forces. Par calcul, M. André a déterminé qu'avec sa masse de 85 kg et la masse de l'ULM, il sera impossible de décoller. Il décide donc vaillamment de placer son neveu Félix, de masse 70 kg, sur le cockpit à sa place. La masse de l'ensemble est donc de 150 kg. M total égale 150 kg. Nous utiliserons G égale 10 mètres par seconde au carré pour l'ensemble de nos calculs. A. Dans quelle orientation vas-tu placer un système d'axes judicieux? Eh bien, je rappelle, un système d'axes judicieux est un système d'axes pour lequel l'accélération selon y vaut 0. Dans ce cas-ci, le système d'axes judicieux est un système pour lequel x est parallèle à la route. Et donc, on a bien x parallèle à la route et y perpendiculairement à celui-ci. C'est l'option B. Voici mon système d'axes. B, réalisons l'équilibre dynamique. Bien, l'équilibre dynamique, c'est-à-dire l'ensemble des forces avec leur sens et leur direction est égal à la masse du corps fois l'accélération de celui-ci. Et ça, c'est le second principe de Newton. Je prends toutes mes forces. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la force motrice, la force de gravité, la force normale et la force de frottement. Et le tout égal à la masse fois l'accélération vectorielle. Et donc, ici, on est bien sur l'option 4, aucune de ces réponses, puisque aucune des réponses proposées n'est exactement égale à ceci, qui est réellement l'équilibre dynamique. C, calculons la norme de la force normale. C. Pour calculer la norme de la force normale, nous devons projeter notre équilibre dynamique, c'est-à-dire ceci, sur OY, puisque la force normale, en fait, est alignée avec OY. Ce qui va nous donner... selon OY, on a Fn bien sûr qui est positive, et on a Fg qui est négatif, mais qu'il faut projeter. L'angle entre l'axe OY et la force Fg est bien alpha, et donc nous aurons bien le cosinus de alpha à prendre en compte. Et nous avons bien dit que notre système d'axe est judicieusement choisi lorsque l'accélération selon Y est égale à 0, ce qui veut dire que ce membre-ci va tomber. Il est donc très aisé de calculer la force normale comme 1497,3 Newton. Voilà la norme de la force normale. Quelle est l'unité du coefficient de frottement? Bien, le coefficient de frottement a pour définition mu est égal à Ff sur Fn, puisque la force de frottement est égale à la force normale fois son coefficient. Ceci veut dire que on divise des newtons par des newtons.
Les newtons donc des unités se simplifient, ce qui veut dire que le coefficient mu n'a pas d'unité. Question E. Est-ce que la force du moteur permet de démarrer avec Félix à son bord? Lorsque nous n'avons pas encore démarré, nous devons utiliser le coefficient de frottement statique, c'est-à-dire 0,5. Et pour voir si la force du moteur est suffisante pour faire démarrer le moteur, eh bien nous devons réaliser l'équilibre dynamique selon X en prenant en compte le coefficient de frottement statique et voir quelle sera l'accélération avec la force motrice maximum, la force de poids qui est donnée sur sa projection selon X et la force de frottement maximum compte tenu de mu statique. En avant. Voici la projection des forces selon X. Le Fm est bien positif. La composante du poids est bien positive puisque la pente va en fait augmenter la vitesse et l'accélération ici. Et la force de frottement est négative. Et tout cela, c'est égal à la masse fois l'accélération selon X. Or, la force de frottement est égale au mu statique fois la force normale que nous venons de calculer. Et ça, c'est égal à 748 newtons. Nous remplaçons tout pour déterminer l'accélération. L'accélération est négative lorsque la force de frottement est maximum, ce qui veut dire que la force motrice n'est pas suffisante pour démarrer le mouvement. Félix devra bel et bien se pousser avec le pied. F. Quelle est la norme de la force de frottement cinétique? Ça, c'est relativement facile. FFC est égal à mu-c fois Fn. Ça me donne 523,9 newtons. Et maintenant, quelle est l'accélération selon X dans un repère judicieux? Là, on refait exactement le même calcul qu'ici, sauf qu'on remplace la force de frottement statique qu'on a ici par la force de frottement cinétique qu'on a là, puisque le mu n'est pas le même. Mu S est remplacé par mu C. Et ça, c'est égal à 1,1 mètre par seconde au carré, qui est plus grand que 0, ce qui veut dire que le mobile va bien accélérer dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle. H. Quelle est l'accélération selon Y dans un système judicieux? Je l'ai déjà mis là. AY est égal à 0 mètre par seconde au carré. Nous ne devons pas le calculer parce que AY est égal à 0 est une hypothèse de notre mise en situation du système. C'est une hypothèse de notre mise en situation spatio-temporelle et c'est pour ça que nous avons mis X dans la direction de la pente et Y dans la direction perpendiculaire. Et donc, AY ne peut que être égal à 0 puisque c'est grâce à ça qu'on fait nos calculs. Maintenant que nous avons l'accélération, nous pouvons faire le calcul de la vitesse au bout de 250 mètres. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la formule la plus commode est la suivante. Delta x est égal à v carré sur 2 fois a, qui est en fait exactement la même que la formule de freinage. Nous avons delta x est égal à 250 mètres. V, c'est notre inconnu. Et a est égal à 1,1 mètre par seconde au carré. Ce qui nous donne que v est égal à... Et cela, ça nous donne bien 23,45 mètres par seconde, qui est inférieur à 108 km/h, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. Félix ne va pas décoller avant d'arriver au bord du précipice. Nous sommes prêts pour la partie 2. Partie 2. Nous avons déterminé donc que malheureusement M. André s'est trompé dans ses calculs et Félix ne va pas décoller avant d'arriver à la falaise. Nous pouvons modéliser cela par la norme d'une vitesse initiale de 28 mètres par seconde avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme on le montre sur le schéma ci-dessous. Voilà pour ceci. Et c'est parti! Je persiste à dire qu'on aurait dû prendre le train. Oh, j'adore les décollages! L'ULM est alors soumis à 3 forces, comme indiqué sur le schéma. La force de portée qui vaut 2025 newtons, son poids,
et la force de traînée Ft due au frottement de l'air. Celle-ci est fonction de la vitesse du mobile. Voici l'ULM. Sur lui est soumis le poids, ensuite la force de portée, F1, et finalement la force de traînée. Et on a F1 est égal à 2025 newtons et Fg est égal à 1500 newtons. On nous impose également de dire que notre axe OY est vertical et X est horizontal. L'origine est au point B. Et voici mon système. Première question. Quelle est la vitesse vectorielle initiale VB dans le système d'axe? VB n'est qu'une projection de la vitesse V0 dans le système d'axe. Nous connaissons sa norme et nous connaissons l'angle. Donc il est vraiment très facile de dire que la vitesse en B est égale à la norme de la vitesse en B, c'est-à-dire V0, ou VB, comme on veut, fois le cosinus de l'angle de 30 degrés, fois le sinus avec un petit moins, puisque mon axe est choisi vers le haut. Le cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2, et le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Et donc, c'est bien l'option 3 qui était la réponse correcte. B. Détermine la composante selon Y de l'accélération du système. Eh bien, nous allons projeter les forces selon Y, c'est-à-dire que dans ce système, nous avons uniquement FA qui est positif et FG qui est négatif. Et cela, c'est bien égal à la masse fois la composante selon Y du vecteur accélération. Ainsi, notre accélération vaut 3,5 mètres par seconde au carré selon Y. Et selon X, eh bien, selon X, on ne sait pas exactement quelle est cette accélération, puisqu'elle est fonction de la force Ft que nous ne connaissons pas, puisqu'elle est fonction de la vitesse. Ce qu'on peut dire simplement, c'est, et il n'est pas demandé, mais c'est simplement un complément, dire que l'accélération selon X est égale à moins Ft divisé par la masse. Et ainsi, notre vecteur accélération est égal à moins Ft sur m, 3,5 mètres par seconde au carré. C. Est-ce que la force Ft a une influence sur le fait que l'ULM va toucher ou non le fleuve? Eh bien non, puisque le fleuve consiste à une condition d'arrêt de mouvement de Y est égal à moins 30 mètres. Et cela n'est fonction que de l'accélération selon Y. Je mets donc que le fleuve correspond à Y est égal à moins 30 mètres, or Y de t ne dépend que de Vy et de Ay, qui ne sont pas fonctions de Ft. Et donc, non. Et finalement, le neveu de M. André va-t-il se faire manger par les piranhas? J'espère que non. Eh bien, il s'agit en réalité d'un freinage ici, selon Y. Et donc, on peut calculer le delta Y qu'il faut pour arriver à une vitesse finale de 0. Delta Y est égal à V0 carré sur 2 fois valeur absolue de 1. V0, nous avons la vitesse 0 selon Y, c'est-à-dire moins 14, sur 2 fois 3,5 qui est l'accélération selon Y. Et cela, ça nous donne 28 mètres. Il faut 28 mètres au mobile pour s'arrêter à partir de la position B. Or, le fleuve est 30 mètres plus bas et donc Félix ne se fera pas manger par les piranhas. Alléluia! Et voici pour la correction de cet exercice. Bonne journée!